Frédéric Ducarme est, oui, effectivement, est déjà intervenu l'an passé sur la nature à l'épreuve des changements. Il est philosophe, écologue, enseignant-chercheur au MNHN et à Sciences Po, et aussi plongeur scientifique. Donc on va faire un petit pas de côté ici à Besançon et plonger dans les profondeurs des océans la nuit. Donc bonjour à tous et merci de m'accueillir cette année encore. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la mer parce que j'ai vu dans la programmation qu'on parlait de plein de choses et comme toujours, on oublie que les 3/4 de notre planète, c'est de la mer. Donc c'est bien d'avoir au moins un quart d'heure sur les 2 jours pour parler des 3/4 de la planète. Et notamment, donc, pour croiser avec le thème de cette année, parler de ce qui se passe la nuit dans l'eau. Parce qu'en fait, assez peu de gens vont se baigner la nuit, sauf bain de minuit, mais généralement court et pas très naturaliste, plutôt naturiste. Et donc là, on va faire au contraire un bain de minuit un peu naturaliste pour voir ce que la nuit fait à la mer et ce qui se passe dans la mer la nuit. Donc, vous, ce que vous connaissez, c'est à peu près ça, normalement. Si vous vous êtes déjà baigné quelque part en mer, alors ça c'est la Méditerranée, qui est plus claire et plus photogénique. Il faut savoir que la lumière se comporte d'une manière assez particulière dans l'eau, assez différente de ce qui se passe dans l'air. Parce que l'eau va détourner en partie la lumière, va la diffuser, c'est le phénomène qu'on appelle la diffraction. La lumière est donc assez régulière et très diffuse dans les premiers mètres d'eau, ce qui fait qu'il y a assez peu d'ombre d'ailleurs, parce qu'elle ricoche comme ça sur les molécules d'eau. A l'inverse, ça fait aussi que l'eau absorbe beaucoup mieux la lumière et la lumière disparaît complètement entre 50 et 200 mètres suivant la clarté initiale de l'eau. En Bretagne, à 30 mètres, vous êtes déjà dans le noir. En Méditerranée, à Villefranche, vous pouvez aller vraiment à 100 mètres, il y a encore un peu de lumière. Donc il y a beaucoup de lumière dans l'eau, dans les premiers mètres, et c'est pour cette raison que, comme chez nous, la vue est le sens dominant chez les poissons. Si vous analysez un cerveau de poisson, les plus grosses parties du cerveau, c'est les parties liées aux yeux, exactement comme chez vous. Vous avez tous un flair extrêmement médiocre pour des mammifères, mais vous avez d'excellents yeux, vous êtes des primates. C'est une grande différence avec d'autres groupes marins, par exemple les requins et les cétacés, qui auront d'autres sens. Les cétacés ont des tout petits yeux, ça ne voit pas très bien d'ailleurs, parce qu'ils ont d'autres sens qui leur permettent d'autres choses. Donc en tout cas, un poisson, c'est avant tout des yeux. C'est souvent des gros yeux, très globulaires comme ça, ce qui permet à ces animaux d'être rapides et sans se prendre les murs, parce qu'ils voient où ils vont, et de chasser à vue, alors que d'autres animaux chasseront d'autres manières. Pour la même raison, quand votre sens principal, c'est la vue, forcément, la nuit, vous ne servez plus à grand-chose, donc vous dormez, ce que vous avez fait cette nuit. Donc les poissons sont essentiellement diurnes. La plupart des espèces passent la nuit immobiles et ils dorment. Donc là, voilà un poisson qui dort. Alors, ils n'ont pas de paupières, donc ça ne se voit pas forcément, mais je vous assure que ce poisson est en train de dormir. Certains vont se cacher pour dormir, d'autres non. Celui-là, c'est un poisson ballon, ils ont des toxines effroyables, donc ils savent qu'ils risquent rien, donc ils se posent juste sur le sable et puis ils dorment comme ça. D'autres poissons vont se planquer dans des petites anfractuosités. En voilà un autre là, qui s'est trouvé une petite ombrelle. Où voici, il a un rouget méditerranéen. Vous voyez, ce rouget, il dort. C'est pas très évident, mais il dort. Alors, c'est très connu, ça, des photographes sous-marins, parce qu'effectivement, cette photo, vous ne la prendrez jamais de jour. Le rouget, si vous vous approchez, il va s'enfuir. La nuit, comme il dort, vous pouvez vous approcher aussi près que vous voulez et prendre ce genre de photo qui est absolument impensable à faire en journée. Donc, les photographes sous-marins aiment bien les photos nocturnes. Vous voyez, par exemple, cette photo, là, ça c'est un poisson papillon, c'est impensable la journée. On voit aussi dire que lui, il a ses couleurs nocturnes. En fait, chez beaucoup de poissons, comme c'est la vue qui domine, l'appariement, la recherche de partenaires de reproduction va aussi se faire sur la vue. Il faut être joli chez les poissons. Et donc, les couleurs des poissons sont actives. Celui-là, la journée, il est entièrement blanc sur le côté, et la nuit, il a des chevrons noirs comme ça. Parce que la couleur est active, et du coup, quand le poisson est en mauvaise santé, il aura du mal à maintenir sa couleur blanche, il va apparaître les couleurs grises comme ça. Donc la femelle saura que celui-là, il n'est pas bien vaillant, donc il faudra plutôt aller en chercher un autre. Donc ce sont des couleurs actives, les poissons, qui disparaissent la nuit et qui font ces motifs un peu de pyjama. Certains poissons aussi, comme là le poisson perroquet, sécrètent un mucus. Ils dorment dans une espèce de cocon de mucus, dont on voit un petit peu là, la surface, dont on ne sait pas encore exactement l'utilité d'ailleurs, mais on sait qu'ils font ça, les poissons perroquets. Il y a quand même quelques poissons qui sont nocturnes et qui ont des adaptations très particulières,
comme évidemment les murènes. Les murènes, elles, leur corps est fait pour justement aller se faufiler dans les anfractuosités, là où dorment les poissons, pour chercher les poissons dans leur sommeil. Mais c'est quand même seulement une poignée de groupes de poissons qui sont adaptés à cette vie nocturne. D'ailleurs, vous voyez que les murènes ont des petits yeux et ça ne voit pas très bien. À l'inverse, elles ont un très bon flair. Donc, la nuit est presque une période sans poissons. Ce qui fait que c'est une aubaine pour tous les autres groupes d'animaux, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Si vous baignez effectivement en journée en Méditerranée, vous allez voir surtout des poissons. Et bien la nuit, vous allez voir beaucoup moins de poissons, et vous allez voir tout le reste. C'est notamment le moment où les céphalopodes vont sortir. Alors, cette espèce-là, vous pouvez la voir aussi en journée. Il y a une autre pieuvre en Méditerranée qui est rouge à points blancs, qui est strictement nocturne, elle, et c'est vraiment la nuit qui sont les plus actifs. Surtout que les poulpes, vous pouvez les voir la journée. Par contre, les sèches, c'est beaucoup plus rare en journée. Ça, les sèches, c'est vraiment très, très nocturne. Et ça a de très bons yeux, d'ailleurs. Voilà une un peu plus grosse. Pareil avec autre groupe de céphalopodes, les calmars. Donc, les calmars sont aussi des animaux, là, pour le coup, presque strictement nocturnes, surtout ceux qu'on a en France métropolitaine. Et il y a beaucoup d'animaux aussi qui passent la journée dans le sable et qui vont sortir du sable la nuit. Comme ici, ce sont les étoiles peignes du genre Astropecten, qui ont des petites rames sur les côtés qui leur permettent de creuser le sable et de s'enfouir quand elles veulent. Elles vont émerger du sable vraiment à la nuit tombée. Les crustacés aussi sont en grande partie nocturnes, comme par exemple ce gros Bernard l'ermite, ou évidemment les crabes. Voilà. Les crabes, vous les verrez surtout la nuit. Pareil pour les crevettes. Celle-là, elle est très très jolie. C'est la crevette Drimo, qui est très connue des photographes sous-marins. Elle est strictement nocturne. Vous ne l'avez jamais vue en journée. Chez les langoustes, la journée, si vous avez de la chance, vous verrez juste les deux grosses antennes qui dépassent d'un trou, mais pas plus. La nuit, c'est là qu'elles sortent pour se nourrir. Pareil pour les oursins, qui sont des animaux qu'on sait très méfiants. Et les oursins se déplacent essentiellement la nuit. C'est là qu'ils vont aussi se nourrir, etc. La journée, ils se mettent dans un coin où ils se protègent et ils attendent. Les coquillages sont aussi presque tous nocturnes. Et d'ailleurs, certains, comme les cônes, sont des chasseurs notamment de poissons qui dorment. Et les cônes ont un harpon dans le siphon avec un venin extrêmement puissant et ils vont comme ça planter des pauvres petits poissons qui dorment et les dévorer pendant la nuit. Un peu plus sympathique, le groupe qu'on appelle les limaces de mer, notamment les nudibranches comme ça aussi sont des animaux très nocturnes. Alors, ça dépend des groupes, mais c'est vraiment la nuit qu'il y a la plus grande diversité. Un peu plus rare, ça c'est les platelmintes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les planaires polyclades. En milieu terrestre, les planaires, on connaît ça surtout comme parasites, mais en milieu marin, il y en a beaucoup qui sont libres comme ça et qui sont des animaux absolument magnifiques. D'ailleurs, celui-ci est une espèce en courte description qui est endémique de Mayotte. Évidemment, la nuit, c'est aussi l'heure des requins. Parce que les requins, comme j'avais dit au début, ça n'a pas une très bonne vue. Par contre, ça a plein d'autres sens très perfectionnés qui sont très utiles pour chasser la nuit. Alors, c'est surtout à l'aube et au crépuscule. Vous verrez moins de requins à 2 h du matin. Mais ils aiment les eaux sombres ou troubles qui leur donnent un avantage parce qu'eux peuvent, grâce à leur sens, détecter des proies à travers des eaux sombres, là où la proie, elle, ne verra pas arriver le requin. Donc, c'est vraiment des animaux qui aiment comme ça chasser la nuit. Et qu'on verra beaucoup la nuit en plongée. Alors, pas en France métropolitaine, sauf si vous avez vraiment de la chance, mais assez peu. Ce que vous verrez plus, ça va être les raies. Les raies aussi ont les mêmes sens, c'est le même groupe que les requins, et elles aussi vont aimer chasser la nuit, et notamment vont chasser tous ces animaux qui émergent du sable la nuit. Les raies sont, pour ça qu'elles sont plates, elles sont adaptées pour chasser sur le sable. Mais surtout, ce qui va beaucoup changer entre le jour et la nuit, c'est au niveau du plancton. Parce qu'une grande partie du plancton, et donc des prédateurs du plancton, y compris les prédateurs qui appartiennent eux-mêmes au plancton, sont nocturnes. Par exemple, ça c'est une cuboméduse, vous voyez qu'elle a attrapé déjà 2 petits poissons là. Et donc les cuboméduses, vous les voyez quasiment jamais la journée, elles passent vraiment la journée en profondeur, dans l'obscurité, et elles remontent à la nuit tombée. Et c'est la nuit que vous allez en voir beaucoup. Alors il y a plein d'autres groupes. Ça, c'est une hydroméduse. Donc, l'une comme l'autre ne sont pas des méduses, en fait. Ça ressemble à des méduses, mais ce ne sont pas des méduses au sens strict. En fait, il y a plein de groupes de cnidaires qui ont cette apparence de méduse, ce que les Anglais appellent jellyfish, de manière très générale. Mais il y a aussi des mollusques dedans. Et donc, tous ces animaux-là sont très nocturnes parce que c'est là qu'il y a du plancton. Alors, pourquoi il y a du plancton? Ça, c'est une petite animation qu'a fait la NASA. C'est que le phytoplancton, lui, il a besoin de la lumière du soleil pour faire la photosynthèse. Donc, la journée, le phytoplancton, il est plutôt à la surface. Comme les prédateurs sont des poissons avec des yeux, le zooplancton, lui, a intérêt de se cacher en fait dans les profondeurs. Donc ce zooplancton va remonter la nuit, se nourrir du phytoplancton qui est en surface,
et va replonger au petit matin pour ne pas se faire attraper par tous ces prédateurs qui chassent à l'affût visuel. Donc les prédateurs du plancton vont aimer la nuit, notamment les prédateurs fixes qui n'ont pas besoin des yeux. Par exemple, c'est la nuit que le corail va étendre ses polypes. Là, vous voyez en violet, c'est tous les petits polypes du corail qui sont là pour attraper le plancton. Parmi tous les animaux qui émergent du sable, il y a aussi des animaux fixes, comme ça c'est une anémone de sable, un groupe assez particulier. Aussi les cérianthes, comme ça. Ça c'est un autre groupe de cnidaires qui vivent dans un tube. Et ça c'est une photo que j'ai prise sur la plage de La Ciotat, à quelques mètres du bord, en plein centre-ville. Simplement, la journée, il n'y a rien, et la nuit, vous avez ce genre d'animaux comme ça qui émergent. Encore plus joli, ça c'est une pénatule. Donc c'est aussi un cnidaire en forme de plume qui est apparenté au gorgone, en quelque sorte. Alors, des animaux encore plus rares, alors ça c'est les paléontologues qui vont connaître, ça c'est un crinoïde. Donc, ce sont des cousins très archaïques des étoiles de mer et qui généralement sont cachés la journée, à part quelques espèces tropicales, et vont sortir la nuit et étendre leurs bras comme ça. Voilà. Et là aussi, vous voyez ces structures qui sont faites pour attraper du plancton. Un autre groupe proche, et ça aussi c'est une espèce qui est plutôt nocturne, c'est les gorgonocéphales. Ça, c'est la gorgonocéphale de Méditerranée, c'est un animal absolument magnifique. Et qui, elle aussi, vous voyez, a ses bras tentaculaires ramifiés qui servent à attraper le plancton. Là, certaines espèces tropicales peuvent être vraiment très, très, très grosses de ça. Et là, on voit vraiment la structure en filet à plancton. Et vous voyez, toute cette faune nocturne compose une biodiversité qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut voir en journée. Si vous baignez en journée, en Méditerranée, vous allez voir surtout des poissons, quelques mollusques, souvent plutôt morts que vivants. Si vous allez en Atlantique, en Bretagne, vous allez voir aussi des gros crustacés, mais seulement certains groupes, surtout des crabes en fait. Mais la nuit, en fait, il y a beaucoup d'autres animaux en fait, qui sortent parce qu'il n'y a plus cette dictature des poissons qui est le cas la journée, et ça permet à d'autres animaux qui ont un fonctionnement différent, qui n'ont pas forcément d'yeux d'ailleurs, comme cette hydroméduse qui n'a pas d'yeux et qui ne s'en porte pas plus mal. Et tous ces animaux-là vont pouvoir justement profiter de l'avantage que leur donne la nuit sur les poissons qui règnent sur la mer la journée. Donc, bon, c'est une petite slide de cours, je suis désolé, en plus elle n'est même plus à jour parce qu'il y a un groupe qui a bougé depuis. Mais c'est pour vous montrer, voyez, toute cette diversité qu'il peut y avoir. Là, j'ai encadré en bleu tous les groupes qui sont des groupes exclusivement aquatiques. Parce que pareil, quand vous baladez en forêt, bon, vous voyez des plantes, vous voyez des champignons, puis vous voyez des mammifères et des arthropodes. Parfois un ver, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais dans l'eau, vous avez tous ces autres groupes que sont les cnidaires, les éponges, alors pas mal d'autres groupes de vers exclusivement marins, les échinodermes, etc. Donc il y a vraiment une diversité en fait, phylogénétique beaucoup plus forte que ce qu'on peut voir la journée ou que ce qu'on peut voir sur Terre. C'est ça qui est intéressant, c'est que la mer la nuit, c'est quasiment un cours de paléontologie en fait, à ciel ouvert. Parce que la lumière du jour favorise certains groupes, notamment les vertébrés et surtout les poissons, mais ça ne doit pas faire croire que les poissons règnent en maître absolu des mers. Effectivement, la journée, c'est eux les patrons en quelque sorte, mais 99% de l'eau est plongée dans une nuit permanente. Et en fait, dès que vous descendez un petit peu, dès qu'il n'y a plus de lumière, les poissons, ça ne sert plus à rien. Donc il y a encore des poissons dans les grandes profondeurs, mais beaucoup moins. Et à la place, on va trouver plein d'autres groupes qui, eux, n'ont pas d'yeux et n'ont aucun problème avec ça, mais vont avoir d'autres sens, ils seront plus adaptés à ces grandes profondeurs. Ce qui fait que la profondeur, en fait, est aussi une espèce de voyage dans le temps et vers des époques avant l'émergence des poissons. Et la nuit va vous donner un aperçu de ça. Et en fait, c'est pour ça que la nuit donne l'occasion de rencontrer des animaux parfois d'un autre âge, sortis de leur cachette ou remontés des profondeurs, et qui donnent une idée de la faune qui est très très différente, qui est la faune des zones obscures qui se succèdent plus bas. Par exemple, les crinoïdes, vous n'en voyez pas souvent. La journée, vous avez très peu de chances d'en voir. Et la nuit, en France métropolitaine, il faut encore de la chance pour en voir. Ça, c'est des groupes qui dominent les abysses. Il y a des forêts de crinoïdes gigantesques, notamment dans le golfe de Gascogne. C'est des groupes qui sont extrêmement abondants, mais dans les eaux où il n'y a pas de lumière. Donc c'est pour ça, c'était un peu une invitation pour moi à vous faire partager ça et à vous dire... la mer, la journée, c'est pas si intéressant que ça. Je connais beaucoup de plongeurs naturalistes qui plongent plus que la nuit, parce qu'en fait, la journée, vous voyez des poissons de loin, alors que la nuit, vous voyez toutes ces choses-là, et vous pouvez les voir de très près. Et c'est beaucoup plus intéressant sur le plan naturaliste, parce que là, on va voir des choses
parfois qu'on connaissait que par les cours de paléontologie, comme les crinoïdes ou comme les brachiopodes. Et ça, c'est quand même, sur le plan naturaliste, extrêmement satisfaisant de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas forcément tous les jours. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ça a été très instructif et efficace. Donc, on a tout le temps pour poser les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas. Oui. Merci, un grand merci pour la qualité de cette intervention. C'était vraiment, on avait envie que ça continue encore toute la journée. Vous parlez de la dictature des poissons. Est-ce que vous diriez que la journée, c'est la dictature des êtres humains, et comment faire pour que la dictature ne dure pas plus que la journée? Et aussi, la deuxième question, c'était, l'an dernier, c'était la nature à l'épreuve des changements. Est-ce que vous pourriez parler de ce thème avec ce que vous avez montré ce matin? Alors, pour la première question, je pense que la réponse, ça va plutôt être celle de mes collègues sur ces 2 jours. La dictature des êtres humains sur Terre et la nocturnisation de la faune. Là, pour le coup, je suis entouré de gens qui s'y connaissent bien mieux que moi pour ce qui est de l'aspect terrestre, alors je ne vais certainement pas empiéter sur leur plate-bande. Pour le côté marin, les humains ne sont pas très présents dans la mer, en tout cas pas directement, pas personnellement. Oui, il y a quelques zones côtières où, entre le mois de juin et le mois d'août, il y a pas mal de monde dans les premiers mètres d'eau, mais ça s'arrête assez vite. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les calanques de Marseille, qui sont envahies de monde toute la journée, dès que vous passez 2-3 mètres de profondeur, il n'y a plus personne. Et là, vous avez des environnements qui sont relativement intacts. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Il y a des plongées extraordinaires à faire, parfois en plein centre-ville de certaines de nos villes côtières les plus animées. Donc, le milieu marin a cette chance, c'est que les humains ne sont pas des résidents. Alors après, il va y avoir des influences humaines en termes de pollution, de réchauffement, de bruit. Mais même la lumière, ça, sous l'eau, il n'y a pas trop de pollution marine. Ça va être vraiment très côtier, mais très limité, justement du fait que la lumière se dissipe vite dans l'eau. Donc, c'est aussi une chance du milieu marin, c'est très très différent du milieu terrestre, c'est que les emprises sont moins directes et les nuisances humaines sont moins fortes et sont très différentes. Ça va être par contre la problématique de la pêche. On n'a rien dans le milieu terrestre de comparable à ce qu'est la pêche en milieu marin. C'est-à-dire, quand vous avez 2 chalutiers énormes qui vous tirent un filet de plusieurs kilomètres et qui ramassent absolument tout, ça, heureusement d'ailleurs, en fait, on ne laisserait pas faire un truc pareil sur Terre. Hein. C'est épouvantable, ce genre de technique. Donc c'est pour ça que le milieu marin est extrêmement différent. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour moi d'en parler dans une région aussi terrestre que la Franche-Comté, parce que beaucoup de gens, et moi qui enseigne à Paris, nos étudiants, ils font leur terrain en forêt de Fontainebleau. Donc j'essaye de leur rappeler tout le temps, attention, les 3/4 de la planète, c'est de la mer, et ça fonctionne d'une manière très très différente. Et donc les pressions ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, le fonctionnement des écosystèmes n'est pas le même. Donc c'est pour ça que là, je ne ferai pas de parallèle entre ce qu'il y a au niveau terrestre et marin. Et clairement, la dictature des humains au niveau marin, elle est beaucoup plus faible, elle est plus indirecte, elle est plus médiée. Elle va être médiée par des pollutions, par le réchauffement, par la pêche, mais il n'y a pas des problématiques de conversion des sols, d'artificialisation ou de pollution lumineuse comme on a en milieu terrestre. Pour ce qui est des changements, ce qui est du cycle jour-nuit ne change pas trop. Est-ce qu'il y a une nocturnalisation des animaux marins? Un petit peu, mais les poissons ne peuvent pas trop, parce que vraiment, eux, c'est des animaux purement visuels. Un poisson, c'est comme un singe. Hein. La nuit, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, certains animaux peuvent, notamment les requins, parce que certains peuvent se nourrir un peu la journée. Là, clairement que les requins vont commencer leur journée plus tôt et la terminer plus tôt aussi, ou la commencer et terminer plus tard. Oui, donc il y a les animaux qui le peuvent vont se décaler un peu. Les cétacés aussi, mais les cétacés vont surtout fuir le bruit. Donc ce n'est pas les mêmes problématiques. Et les cétacés, effectivement, on les voit beaucoup moins près des côtes. Au XVIe siècle, à un moment, le vieux port de Marseille était inabordable, tellement il était envahi de dauphins. Les bateaux ne pouvaient plus circuler, c'était un vrai problème. Ça a été mis à l'ordre du jour de la municipalité de Marseille. Que faire avec ce port qui est infesté de dauphins? Aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer des choses pareilles. Le dernier qui a vu un dauphin dans le vieux port, ça devait être un bon client de Paul Ricard. Donc...
il y a des phénomènes comme ça, mais qui vont être quand même assez différents de ce qui se passe la journée. Et c'est plutôt des animaux qui vont s'éloigner des côtes ou aller vers les profondeurs. À une exception connue, la gorgonocéphale que je vous ai mis tout à l'heure, c'est un des seuls animaux qui actuellement remonte et est de plus en plus abondant, et personne ne sait pourquoi. Et là, il y a même des pêcheurs qui commencent à se plaindre des gorgonocéphales. Alors que c'est des animaux qui étaient très rares il y a encore 50-60 ans, qu'on ne trouvait pas au-dessus de 50 mètres, donc c'est une espèce de saint graal pour un plongeur. Aujourd'hui, en Méditerranée, vous voyez des gorgonocéphales à 25 mètres. C'est plus considéré comme un animal rare et personne ne sait pourquoi. Donc il y a aussi des dynamiques comme ça. Peut-être que les prédateurs se raréfient. On n'a aucune hypothèse pour l'instant. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour, donc je suis là. Donc Romain du muséum aussi. En fait, j'avais envie de continuer un peu le parallèle avec le milieu terrestre, même si justement peut-être qu'il n'est pas adapté, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui m'a frappé, c'est que les animaux qui ont des gros yeux dans le milieu marin, visiblement, sont les animaux diurnes, alors que sur Terre, en fait, c'est un peu l'inverse. Au contraire, pour voir si l'animal est nocturne, on regarde surtout ses yeux. Normalement, ils ont plutôt des gros yeux, les animaux nocturnes. Donc voilà, ça m'a frappé cette distinction. Alors peut-être qu'il fait tellement noir dans la mer que finalement les yeux après ne servent plus à rien, mais en tout cas, dans la frontière où on peut encore voir, normalement, j'aurais imaginé que l'évolution aurait mis en place des gros yeux pour optimiser ce peu de lumière, comme on le voit chez les mammifères nocturnes terrestres ou les oiseaux nocturnes terrestres, etc. Et deuxième question que j'avais, c'est par rapport à l'effet lucifuge. En fait, donc les espèces, globalement, certaines vont fuir la lumière si elles sont plutôt actives la nuit. Vous plongez pour les observer, mais donc du coup, vous avez une lumière pour les voir, j'imagine. Et visiblement, l'effet lucifuge n'est pas trop sensible, parce que sinon, elle partirait tout de suite, non? Enfin, si vous arrivez quand même à les voir. C'est plutôt une inertie, j'ai l'impression, qu'un effet lucifuge, comme on peut le voir sur Terre, où il y a certains invertébrés, dès qu'on les éclaire, les scutigères ou quoi, elles se carapatent. Voilà. Alors oui, bon, alors, il y a deux questions. La première, c'est la question des yeux. Effectivement, en fait, il y a aussi des poissons qui sont faits, notamment ceux qui vivent dans ce qu'on appelle la twilight zone, la zone mésophotique, où il y a un peu de lumière, mais vraiment pas beaucoup. Il y a des poissons là qui vont avoir des yeux énormes. Et ça se voit d'ailleurs chez les pêcheurs, quand ils remontent un truc qui a des yeux qui font la moitié du crâne, on dit tiens, lui, à mon avis, il voit pas souvent la lumière. Donc il va y avoir cet effet-là où quand on va vers la profondeur, les yeux sont de plus en plus gros. Mais au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien du tout. En fait, les animaux nocturnes, nous, il y a toujours un peu de lumière. Il y a la lune, il y a les étoiles. On n'est jamais dans le noir complet sur Terre. Alors, sauf à être vraiment dans les grottes. En mer, passé 200 mètres, il n'y a pas de lumière du tout. Donc, les yeux ne servent plus à rien. Donc, c'est là que, effectivement, ça, on pourrait faire un graphique de ça, ce serait assez drôle, de voir suivant la profondeur, la taille des yeux qui augmente, et au bout d'un moment, boum, c'est terminé. Et là, il n'y a plus d'yeux du tout. Alors, il y a des yeux un peu vestigaux, mais parfois même voilés. Et là, on va compter sur d'autres sens. Donc, il y a vraiment ça, parce qu'il y a le noir absolu en mer, qui n'existe pas sur Terre. La deuxième question, c'est l'aspect lucifuge. Effectivement, ça, c'est un truc très étonnant de la plongée nocturne. C'est que les poissons, parce qu'en fait, ça a un sommeil moyen, les poissons. Ils dorment, mais c'est pas comme vous. Ça se réveille facilement. Et ben, quand on les éclaire, ils ont pas du tout peur de la lumière. C'est assez marrant. Je pense que c'est vraiment un truc qui n'est pas intégré dans leur cerveau. Ça n'arrive pas qu'il y ait de la lumière la nuit. Et donc, assez bizarrement, en plus, il faut des bonnes lumières dans l'eau pour pas que ça absorbe, justement. Donc, on a des phares. On ne dit pas lampe, on dit des phares. Et c'est puissant comme un phare de voiture. Et on arrive comme ça vers le poisson. Et alors, déjà, ça les éblouit. Donc, ils se retrouvent dans le noir complet. Donc, ils ne sauraient pas où aller. Et donc, vraiment, ils ne bougent plus. Donc, ça les réveille quand même au bout d'un moment. Mais ils n'ont pas de réflexe. Et effectivement, ça fait. Et moi, j'ai vu des gens, moi j'ai une toute petite lampe, mais je connais des gens qui ont des phares gigantesques. Vraiment, c'est des phares de camion, quoi. Et ça leur fait pas trop peur aux poissons. Enfin, voilà, ils ont vraiment aucun. L'évolution leur a développé aucun comportement par rapport à ce stimulus. Donc, ils frisent. Alors, parfois, au bout d'un moment, s'ils sentent un peu qu'il y a une menace, surtout si en fait il y a des reflets et qu'ils voient le gars derrière. Enfin, je crois que c'est ça, c'est que ils voient de la lumière et ils perçoivent jamais la lumière comme une menace. Par contre, ils se doutent pas qu'il y a un gars derrière la lumière. Par contre, si là, ils voient, donc, par un effet de reflet ou quoi, qu'il y a quelqu'un, ils disent non, ça suffit, je m'en vais. Donc là, ils vont se barrer. Inversement, il y a même certaines espèces qui vont venir vers la lumière, notamment beaucoup d'espèces planctoniques. Et alors là, on retrouve quasiment la même chose qu'avec les insectes. Et d'ailleurs, c'est un truc connu en plongée nocturne. Il faut nettoyer votre phare au bout d'un moment. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous avez un nuage d'animaux planctoniques dans votre faisceau, avec après les cuboméduses qui viennent chasser, etc. Et très vite, vous ne pouvez plus prendre de photos parce que vous avez un brouillard. Donc là, on va couper, nager quelques mètres, rallumer. Mais il y a aussi des gros animaux qui vont être
attirés par la lumière, notamment les raies et parfois les requins. Ce qui est un peu impressionnant pour les plongeurs. Parfois, il y a un gros requin qui voit de la lumière et puis il vient voir comme ça ce qui se passe. Il est juste curieux, hein, mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. Quand c'est une grosse bête de 2-3 mètres comme ça qui arrive assez vite, ça surprend, mais ça permet de faire des belles photos. On a le temps pour une petite question pour la jeune fille qui demandait. Elle a déjà répondu. D'accord. Très bien. Eh ben, oui. Bonjour, merci pour ces jolies photos. Et pour reprendre le thème de ces journées, je dirais que vous nous avez mis des étoiles plein les yeux pour toute la journée. Je voulais vous demander s'il y avait des phénomènes de photoluminescence et à quelle profondeur et à quelle quantité. Merci. Alors oui, j'attendais la question sur la bioluminescence. Effectivement, oui. Alors, c'est très dur à photographier, donc j'en ai pas de photos. Parce que là, pour un appareil photo, un point lumineux au milieu du noir, ça donne pas grand-chose. Alors oui, il y a des... Et ça vraiment, ça, c'est un truc... cet été, là, j'ai une ancienne étudiante qui maintenant travaille au parc marin de Port-Cros. Et je suis allé faire une nocturne avec elle cet été. Je lui ai montré quand on éteint la lampe sous l'eau. Et ça, vous pouvez le faire Méditerranée comme Atlantique. Vous allez dans l'eau la nuit. Vous nagez quelques mètres quand même. Et vous bougez juste les mains. Et ça fait des étincelles dans tous les sens. Et qui sont donc des animaux planctoniques bioluminescents qui ont en fait un mécanisme assez drôle de défense on dit qu'ils dénoncent le prédateur. C'est-à-dire en fait, c'est au contact. Dès qu'il y a une perturbation, ils font un flash lumineux. Et donc, c'est des tout petits animaux donc, qui ont des prédateurs assez petits. Mais quand le prédateur attaque, boum, d'un coup, il se retrouve entouré de lumière. Et donc, ça dénonce ce petit prédateur au plus gros prédateur. Il dit, tiens, il se passe quelque chose là-bas, je vais aller voir. Donc, c'est assez marrant comme système. C'est, voilà, je dénonce mon prédateur, il est là, il est là. Et donc, le plus gros, c'est côté Tom et Jerry. Hein, la souris est toujours copine avec le chien parce qu'ils ont en commun d'être ennemis du chat. Donc, voilà, il y a ce côté... c'est des exemples classiques hein, de cours sur les chaînes trophiques. Donc la bioluminescence peut servir à ça. Après, il y a des animaux qui s'en servent aussi pour communiquer, pour attirer, un peu comme les lucioles, pour attirer des partenaires. Voilà. Après, c'est beaucoup quelque chose qui se passe dans les abysses. Hein. Dans les abysses, là où il n'y a pas du tout de lumière, là, il y a beaucoup de bioluminescence. En surface, on connaît surtout voilà, le plancton bioluminescent. Après, il y a des phénomènes de fluorescence, mais là, il faut une lampe UV pour voir ça. Donc c'est surtout le plancton bioluminescent qui est connu. De certains coins, il y en a énormément. Hein. J'ai fait une fois aux Maldives une plongée sans lampe, juste en m'éclairant à la main comme ça. Un soir, il y avait vraiment beaucoup de plancton bioluminescent. C'est assez extraordinaire comme expérience. En Méditerranée, peut-être qu'au printemps, il y a des jours comme ça, mais pas souvent. Après, donc, la bioluminescence dans les abysses, c'est différent parce que là, ça peut être aussi le besoin d'éclairer. Il y a un groupe de poissons qui a des gros photophores sous les yeux, mais qui éclaire en rouge. Et le rouge, aucun poisson ne voit le rouge parce qu'en fait, c'est une lumière qui est absorbée très vite dans l'eau. Il n'y a pas de rouge dans l'eau. D'ailleurs, j'avais prévu je peux vous montrer voilà, la lumière en fait, est absorbée suivant la profondeur. Vous voyez, le rouge disparaît très très vite. Et c'est la lumière, pour ça que la mer est bleue, comme le ciel. Hein, et c'est seulement la lumière bleue qui arrive jusqu'au dernier mètre. Et donc, ce qui fait que un poisson rouge, en fait, c'est un poisson noir. Vous le voyez rouge, celui-là, mais quasiment aucun poisson n'a les photorécepteurs dans la rétine pour voir la couleur rouge. Et vous voyez, il suffit de rajouter quelques centimètres pour que le poisson rouge soit complètement noir. Donc, ce poisson qui éclaire en rouge devant lui, il est le seul à voir le rouge. C'est exactement comme pour vous d'être dans une pièce noire et d'avoir une caméra thermique ou infrarouge. Voilà. Et ça lui donne un avantage extraordinaire. Vous voyez, par exemple, voilà, ça c'est une photo prise à 40 mètres. Là, j'éclaire avec ma lampe, mais vous voyez, très vite, hein, là on est dans l'obscurité forte. Et donc, sans lampe, une plongée à 40 mètres, enfin, les yeux s'adaptent un peu, mais c'est quand même assez pénible. Et surtout, tout est bleu et noir. Donc, c'est ça qui est un peu triste. Et dès que vous éclairez, en fait, beaucoup de poissons sont rouges, parce qu'en fait, ce poisson, il ne sait pas qu'il est rouge. Lui-même ne voit pas le rouge, et il se perçoit et est perçu comme noir par tous les autres. Simplement, être rouge, ça coûte moins cher que d'être noir, parce que c'est la couleur du sang et de plein de métabolites. Donc, autant être rouge. Une dernière toute petite question et une réponse brève, s'il te plaît. Oui, bonjour. Oui. Élise, étudiante, ça serait pour savoir, est-ce que vous avez une estimation à peu près du nombre d'espèces
des zones obscures dans le monde. Et au niveau de l'actualité scientifique, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles espèces, à part celles que vous nous avez énoncées durant votre exposé? Merci. C'est dur de répondre rapidement, mais je vais essayer d'être rapide. Estimation complète de la faune aphotique, j'ai pas de chiffres en tête. Il y a, je pense, moins d'espèces que dans la zone euphotique, mais elles sont plus diversifiées sur le plan taxonomique. Donc moins d'espèces, mais peut-être plus de familles et surtout plus d'ordres, parce que c'est pas du tout les mêmes groupes. Après, pour ce qui est de la recherche, alors longtemps c'était un parent pauvre, hein, les abysses. Alors, il y a eu un gros effort de recherche fin 19e, quand on a découvert que oui, il y avait de la faune abyssale, alors qu'on croyait que ça s'appauvrissait jusqu'au désert. Donc fin 19e, il y a eu un grand boom des recherches abyssales. Puis ensuite, on a décidé que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, donc ça a été complètement désaffecté. Donc pendant longtemps, il n'y avait pas du tout d'argent pour la recherche abyssale. Et depuis que les compagnies minières s'intéressent aux nodules polymétalliques, ah bah là, d'un coup, la chargée de collection des nodules polymétalliques au muséum, son téléphone prenait la poussière depuis 40 ans. Là, d'un coup, maintenant, il sonne tous les jours, toute la journée. Donc là, il y a énormément d'argent. Il y a un PEPR, Grand Fonds Marin au CNRS. Donc d'un coup, il y a énormément d'argent sur la recherche dans les grandes profondeurs. Les chercheurs sont un peu contents, mais pas complètement, parce qu'ils ont un petit peu des doutes sur d'où vient et où va cet argent et qu'est-ce qu'il va permettre de faire. Donc voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, le fait qu'il y ait d'un coup de nouveau beaucoup d'argent pour la recherche dans les eaux profondes, parce que ça risque de justifier pas mal de choses contre lesquelles on essaye aussi un petit peu de se battre. Parce qu'évidemment, grande profondeur, c'est aussi des écosystèmes beaucoup plus lents. Les poissons des grandes profondeurs commencent à se reproduire à l'âge où vous ne pouvez plus. Donc forcément, quand vous mettez à pêcher ça ou simplement à perturber le milieu, là, c'est des choses, la moindre perturbation, il n'y aura pas de régénération à une échelle humaine. Hein. Voilà, c'est des écosystèmes extrêmement fragiles. Merci beaucoup. Alors, un petit changement technique.